Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 476 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 19e et avant-dernier numéro de notre Top 100 joueurs NBA 2025. Top 100 participatif avec aujourd'hui FD de QI Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e numéro de notre Top 100 participatif avec aujourd'hui la participation de quelqu'un qui va nous apprendre comment est-ce qu'on dit appel téléphonique caché et Scott Foster en alsacien. Super. C'est FD, comment ça va FD? Eh ben ça va super, les intros sont de plus en plus imaginatives. On est bientôt à la fin de l'arc Scott Foster quoi. Il faut qu'il trouve une nouvelle innovation pour qu'on puisse accuser les arbitres de suivre un script en NBA. Et bah boum, la transition était toute trouvée. Je sais pas si t'as vu, les arbitres auront une oreillette cette année en NBA. Vrai ouais. Comme ça, Adam Silver, il pourrait leur dire directement, là il y a faute sur SGA, non là il y a pas faute sur Jokic ou ce genre de choses. Non mais je crois que c'est pour communiquer notamment avec le replay center, tu vois, donc pour qu'ils aient pas forcément les besoins de regarder à la vidéo des trucs évidents qu'ils ont pas besoin de regarder. Et c'est pour qu'ils se parlent entre eux aussi. Ce que je trouve fou en fait qu'ils puissent pas le faire en NBA, sachant qu'en France ça fait quand même une dizaine d'années que les arbitres de première division ont des oreillettes et donc peuvent se parler pendant le match et du coup peuvent se parler pendant le jeu, tu vois. Et je trouve ça fou que en NBA ça ait pas été le cas. Est-ce que toi tu as des oreillettes notamment quand tu arbitres? Non. Avec toutes les pas une oreillette quand t'as arbitré Wembanyama il y a 10 ans Avec toutes les conneries que je dis pendant un match, non, faudrait pas, je pense que mon collègue deviendrait fou hein. Pas possible. On rappelle, t'as arbitré Wemby quand il avait 8 ans, mais il faisait déjà 2 mètres de plus que toi, on est d'accord? C'est un peu l'idée. Alors il y a quand même 2 exagérations dans ta phrase, mais globalement l'idée est là. C'était un peu ça. Non mais alors, est-ce que tu penses que Scott Foster va annoncer sa retraite pile le même jour que Chris Paul pour l'emmerder une dernière fois ou pas? C'est plausible Apparemment, si c'est le même jour que LeBron, c'est peut-être demain, hein, au moment où on enregistre. Ou en même temps que Sébastien Lecornu. Ah non, ça c'était hier. Mais moi, c'est vrai que ce serait un beau clin d'œil de l'histoire. Par contre, je pense on en a encore pour, je pense 10 ans de Scott Foster. Et on en a pas pour 10 ans de Chris Paul. Je pense que l'épaule droite de Chris Paul tiendra beaucoup moins longtemps que le coup de sifflet de Scott Foster. De qui est-ce qu'on on se souviendra le plus? C'est un peu l'idée. Je ne sais pas. Bon, FD de QI Basket notamment. Comment ça va? À part ça, en cette nouvelle saison qui approche. Ça y est, les feuilles sont oranges, les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, c'est bientôt Halloween, c'est bientôt la NBA. On est content, non? Ouais, bah grave. J'ai vu qu'il y avait des matchs à Abu Dhabi, j'ai vu qu'on jouait contre Melbourne. Enfin voilà, c'est la pré-saison comme on l'aime. Et puis je serai aux États-Unis normalement du 15 au 23 et il me semble que la NBA reprend le 25, c'est ça? Donc 22, je crois. Le combien? Le 22. Le 22. Ah bah je vais voir l'opening night aux États-Unis. Super. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pour tu vas arbitrer? Tu non, rencontrer Scott, c'est pour ton idole? Ouais, c'est pour rencontrer Scott Foster. Ouais. Non, c'est obligation familiale. Tu vas aller voir Syracuse, comme dit la chanson. Toi qui as été pour de vrai à Syracuse pour le coup. Oui. J'explique les blagues en même temps pour les auditeurs comme ça. Parce que, ça comme fait ça, c'est pas des private jokes. Dans la même intro. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai. Excuse-moi. Mais bref, donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, Syracuse aussi, donc pour ça que t'aimes bien Carmelo Anthony, et c'est pour ça que t'as été accepté à QI Basket, la secte de Denver. Ouais. Tu es rentré comme ceci, on peut le dire. Bon, bref, FD, si tu vas bien, on peut enchaîner sur le format. Donc le top 100, je pense qu'à l'épisode 19 sur 20, vous le connaissez, je l'espère. Je rappelle, on a une playlist de 100 noms, on classe 5 par 5 petit à petit, on a un top 90 aujourd'hui. Avant de passer à ta QV, la QI du jour, est-ce que t'as des remarques et des demandes de reclassement sur ce qu'on a fait pour l'instant? Alors écoute, j'ai regardé rapidement le classement qui m'a été envoyé il y a très très longtemps. Mais j'aurais tendance à dire que je trouve Isaiah Hartenstein, qui est actuellement 48e, derrière notamment Miles Turner. Enfin, c'est juste, Miles Turner est juste le mec au-dessus. Je questionne un peu ce positionnement. Je trouve ça un peu bas pour notre ami Hartenstein. Mais encore une fois, c'est parce que je suis fan des Knicks. Hein. Et puis sinon, si je continue à regarder le classement, c'est la seule chose qui me... Bah alors après, Hartenstein est dans le groupe de pivot avec Turner, Porzingis, Lopez, Jarrett Allen. Ouais. Grosso modo. C'est vrai qu'on a un peu tapé facilement tous un peu dans le même sac. Pour le coup, si tu me dis à une place près,
bon, pour moi ça me choque pas quoi. Tu vois, il y a un peu une marge d'erreur de +2, +3, voilà. Donc ou alors tu voudrais carrément le faire monter de quelques places par-dessus des créateurs éventuellement le Hartenstein. Tu vois, je vois Julius Randle qui est 7 places au-dessus ou 6 places au-dessus. Je me pose quand même la question du profil quoi. Après, c'est pas la même saison que 2024. Oui. Hartenstein, c'est-à-dire qu'il a un peu moins joué quand Chet est revenu. Forcément, il a aussi un peu moins joué. Et je crois qu'en playoff, il a 22 minutes par match en playoff. Après, c'est même pas que les finales, il a aussi un peu moins joué en playoff. Mais non, mais après, oui, je peux entendre l'argument. Non, moi, c'était par rapport à justement un peu ce groupe de pivots. Tu vois, vu que on a un peu cette tradition de pas mal évaluer la défense intérieure. Je me dis, est-ce que finalement, est-ce que ce groupe de pivots pourrait pas passer au-dessus de peut-être certains créateurs un peu imparfaits pour le coup éventuellement. Ou alors de l'autre côté. J'ai aussi un nom à te soumettre. Derrick White. On avait un gros débat l'épisode d'avant. Finalement, Derrick White est tombé 35. On a un peu coupé la poire en deux. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a un côté, il est actuellement au milieu de créateurs à très haut volume, alors que lui est un role player, il y a une connotation négative, mais tu vois, un liant parfait, mais qui a très peu de création. Et donc au final, qu'est-ce qu'on pense de ça là, Derrick White qui est classé à ce niveau-ci, à côté de De'Aaron Fox, Hero, etc. quoi. Ouais, faut regarder où sont les autres mecs qui servent de liant. Tu vois, je vois Austin Reeves en 43. Alors je pense que je préfère quand même Derrick White. Je compare pas les profils, tu vois, mais je compare les mecs qui sont pas première option, pas deuxième option, mais qui sont plutôt troisième. Tu vois, on a Austin Reeves en 43, Avdia en 46, mais Avdia tu rajoutes le côté défense, quoique par rapport à Derrick White, ils ont quand même c'est des forces différentes. Hein. Bah il y a OG surtout OG Anunoby 45, je me demande est-ce que il y a pas aussi un peu de similarité là-dessus, tu vois, par rapport à ça. Je sais pas. Non mais je réfléchis parce que le débat faisait rage l'épisode d'avant. Donc j'aime bien un peu récolter des avis supplémentaires. Non, moi ça me choque pas tant que ça qu'il soit tu vois 10 places au-dessus d'OG Anunoby et Avdia parce que t'as pas forcément t'as pas le compromis défensif ou offensif que t'as avec tu vois Derrick White offensivement tient la route grâce à son tir, défensivement il est quand même super intéressant et puis t'as tout l'aspect cut et puis passe de connexion là où Avdia et Anunoby t'as ce côté défensif qui est vraiment super intéressant. Avdia t'as le drive et le playmaking en plus donc non, moi ça me choque pas forcément. Tu vois, rien que d'en parler, je me dis Avdia, je le mettrais peut-être un peu au-dessus, mais à 1 ou 2 places près, tu vois. Après, Pascal Siakam aussi est 30e actuellement. On se demandait aussi est-ce qu'il pourrait pas un peu remonter éventuellement par rapport à peut-être se rapprocher de Bam Adebayo éventuellement, ce genre d'éléments. Je sais pas comment tu trancherais toi. Ouais, je vois James Harden 25. Alors super saison de James Harden, y a pas de souci là-dessus. Après Siakam t'as le côté création, scoring et la défense. En plus défense plus intérieure, plus front court que James Harden, donc un peu plus de valeur là-dessus. Moi ça me dérangerait pas de mettre Siakam au niveau d'Adebayo, que ce soit devant ou derrière, ça me... Ouais, alors j'avoue que Harden, il y a un côté créateur à haut volume, moteur de l'attaque, je sais pas si j'irai jusque là. Parce que c'est sympa hein, la défense de Siakam. Après c'est pas, tu vois, c'est pas du Chet, c'est pas du Gobert, c'est pas non plus que de la défense intérieure, ou c'est pas la clé de voûte de la défense quoi. Tu vois, c'est un élément de la défense. Et de l'autre côté, il y a aussi beaucoup moins de création, je trouve, mais non, mais ça me va de les rapprocher un peu du coup. Effectivement, Bam, Siakam et Harden seraient par là aussi. Tiens, si on met Harden entre les deux, est-ce que ça peut t'aller? Ouais, bon, une place près, je pense qu'on a à peu près le même chapeau. Hein, c'est un peu l'idée. Et autre remarque qu'on avait dans le Discord, c'est par rapport notamment à Cade versus Garland. Pas mal d'auditeurs ont fait un peu remonter ça. Alors tu sais que Cade, il y a des adorateurs, il y en a qui l'aiment un peu moins. Garland, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui aiment pas trop Garland parce que très peu scoring. Il y a aussi des gens qui aiment beaucoup sa création, la polyvalence, le jeu off ball. Pour l'instant, on a Garland qui est un peu en dessous de Cade. Alors c'est 4-5 places près, hein. Mais tu vois, on avait un peu des retours comme quoi éventuellement Garland pourrait un peu repasser au-dessus, ou ce serait quoi un peu ta position sur Garland, toi qui préfères Kobe White à Garland. C'est ce que j'allais dire, mais il est où Kobe White dans le classement? C'est ça la vraie question. Je préfère quand même Cade Cunningham. Pour le volume, non?
Ouais, pour un, le volume, deux, juste la différence athlétique, les passes qui sont permises par la taille de Cade, et puis sa capacité à prendre le contact, à finir un petit peu à 3 niveaux, là où Garland est plus attaque de cercle et tir à 3 points. Non, moi ça me choque pas. Okay. Je t'avoue. Non, moi ça me va. Ja Morant aussi un peu bas, mais je crois qu'il y a que moi qui suis sur ce combat de Ja Morant. Donc la QV du jour, je ne l'ai pas encore annoncé. Tu as eu une belle QV, tu as une très belle QV. Tu as notamment du Cat, ton joueur de chez toi, de chez les Knicks. Karl Anthony Towns, Damian Lillard aussi est par là. Jakob Poeltl, un bon petit pivot également, Tobias Harris et Zach LaVine. Donc des cas aussi compliqués. On verra comment est-ce qu'on va arriver à les traiter. Mais alors, question traditionnelle, avant qu'on en discute un par un en détail, comment est-ce que ces 5-6, tu les classes en premier G? J'ai Lillard en 1. Ouais. J'ai Kat en 2. J'ai LaVine en 3. J'ai Poeltl en 4 et Tobias Harris en 5. Ouais, je suis un peu d'accord. Je pense que le débat peut être intéressant entre 3 et 4. J'ai l'impression entre Zach LaVine et Poeltl. Je pensais un peu à ça avant les débats, mais allons-y, discutons-en directement si tu veux bien. Bah tiens, Zach LaVine, on se fait Zach LaVine premier joueur du jour si tu veux bien. Je te fais le topo et puis je te lance 35 minutes de jeu par match pour Zach LaVine cette saison sur les deux équipes évidemment en moyenne. 74 matchs en tout sur l'année, 23 points, 4 assists de moyenne quasiment, 25% d'usage, donc un plutôt bon volume de responsabilité, pas au niveau mégastar, mais un bon volume et également une belle efficacité de plus 6% relatif à la moyenne. Pour te lancer, on a quand même un bon joueur mais qui continue un peu d'être dans des équipes un peu décentes quoi. Ouais, alors, tu vois, on parle tout de suite de l'efficacité, t'as dit plus 6%. Comment on l'explique? C'est juste qu'on est sur une saison de tir de Zach LaVine, mais genre historique. Historique, c'est... il est à 44-45% de réussite à 3 points cette année, sur un volume qui est vraiment sympa. Il est à 7 tentatives par match, il me semble. Donc en fait, déjà tu pars de là, sans même parler du reste, c'est déjà quand même pas mal, un mec qui te met 45% à 3 points sur 7 tentatives par match. Tu pourrais ne parler que de ça et t'aurais déjà un joueur quand même assez intéressant. D'ailleurs, excuse-moi, je corrige, je me suis un peu planté. C'est à plus 11% relatif à la moyenne. Ouais, merci. Plus 6, c'est plus 11. Ouais, je m'étais planté dans les tableaux. Excuse-moi. Ouais, du coup, mais plus 11, quoi. Enfin, en termes d'efficacité, on est quand même super haut. Ouais. Il a jamais été aussi haut dans sa carrière, il me semble, hein. Du coup, on peut se dire, surchauffe, sauf que la surchauffe, elle dure quand même, sur toute la saison. Elle dure en plus sur deux équipes différentes, dans des contextes un petit peu différents. Ouais. Donc voilà, surchauffe, je veux bien sur une saison. Je pense pas que Zach LaVine est un tireur à 45%. Par contre, voilà, en carrière, il est à, je sais plus, 39. Voilà, ouais. 39. Donc, on est quand même sur un mec qui est accoutumé du fait. Je pense que les gens sont pas prêts pour quand dans 10 ans, LaVine sera top 5 plus grand total de 3 points de l'histoire au moment de sa retraite. Il en prenait tout de suite en début de carrière ou pas? Ah ouais, il en prenait assez rapidement. Ouais. Assez rapidement, il les prenait, il me semble, hein. Non, 2 par match, 4 par match, 6 par match. À 21 ans, il en prenait déjà 6 par match. Ouais, après il est arrivé tôt. Il est arrivé très tôt, ouais. Très tôt, ouais. Donc, mais non, mais juste pour continuer un peu cette parenthèse, c'est vrai que tu parlais de la surchauffe. Ce qui est marrant, c'est que bon, il fait une première moitié de saison à Chicago en surchauffe à 3 points, il est à 45%. On se dit c'est une demi-saison quoi. OK, il arrive aux Kings, il fait une autre demi-saison à 45%. Tu te dis OK, en fait toute la saison entière a été en surchauffe et là où c'est bien pour lui, c'est que dans l'exercice du jeu, on le prend en compte quoi. C'est peut-être pas son vrai niveau, on est d'accord. Je pense que c'est plutôt un mec à 39-40 que à 46, hein, c'est pas Kyle Korver littéralement, c'est pas Stephen Curry. Mais pour lui ça va être bien. Et je pense que c'est aussi l'intérêt principal de son profil, c'est le shoot. Et le shoot en mouvement aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un côté volume, il y a aussi un côté mouvement où c'est pas un mec qui est dans le corner à pas bouger. Alors il y a aussi du pull-up en plus, sur lequel il est pas mal cette année. Mais en effet, il y a des faiblesses dans son profil qu'on connaît en termes de passing. Il y a les basiques, mais c'est pas un créateur à haut volume, à haut niveau de jeu pour autrui ou collectivement. Le drive aussi est pas mal, même si c'est pas au même niveau que le shoot. En fait, il y a un côté très, le salaire, on attend beaucoup de lui. En l'occurrence, son niveau est peut-être un peu moins, il est peut-être un peu plus typé, on va dire, finisseur génialissime ou pas créateur principal. Et dans les faits, il est dans une très bonne saison, pardon. C'est juste qu'il est dans deux contextes où on n'a pas pu trop voir à ce point briller parce qu'il aurait fallu avoir un Luka Doncic à côté et qu'on l'a pas eu ni à Chicago ni aux Kings en fait. Même si les Kings auraient pu, mais ils l'ont pas drafté. En plus, dans des rôles un peu différents où à Chicago, il a encore un petit peu
les restes de sa carrière de potentiel superstar où du coup il a encore beaucoup le ballon en main et donc on lui demande beaucoup de créer et on sait que c'est pas forcément là où il est le meilleur. Il arrive aux Kings et on commence à voir les débuts. Alors je pense, moi c'est un peu une de mes frustrations là-dessus, c'est pas encore assez, mais on a pour moi des flashs de la meilleure version de Zach LaVine, c'est-à-dire un mec qui joue plutôt off-ball, qui est une menace de catch and shoot. On l'a dit, pareil, il est à 45% sur catch and shoot sur la saison. Il a des capacités athlétiques qui lui permettent de couper, d'être un très bon joueur de cut. Et Sabonis, c'est un super partenaire là-dessus. Donc on va dire le contexte en fait est quand même super intéressant. On l'a vu là que sur une demi-saison, mais le rôle, je pense le rôle qu'il devrait avoir va vraiment le mettre en valeur sur ses qualités qui sont pour moi les plus importantes, donc son tir, sa finition au cercle, parce que cette année il finit à 69% de réussite au cercle, ce qui est quand même top. Et ça vient pas forcément des drives. Tu vois, tu parlais de son jeu de drive qui est quelque chose qu'il sait faire, mais on sait que c'est pas sa force principale, ou en tout cas c'est pas là où il va créer un avantage compétitif plus que ça. Tu vois, en termes de volume, il est à 9 drives par match. J'avais trouvé que c'était autour du 60e volume de la ligue par match, ce qui est pas, on n'est pas au niveau des premières options, et un taux de réussite sur tir après drive à 51%. Donc pareil, c'est pas non plus, c'est correct, mais c'est pas aussi haut qu'on pourrait l'attendre d'un mec avec ces qualités physiques là. Il faut aussi le replacer dans un contexte collectif, et tu vas me corriger sur la stat parce que sur les stats de drive je suis toujours nul, mais il faut aussi le replacer dans un contexte collectif où le spacing, que ce soit aux Bulls ou aux Kings, ne sont pas les spacings les plus enclins à te créer du drive et à te créer des tirs ouverts au cercle. Donc on va aussi replacer ça là-dedans. Non, mais j'allais dire, effectivement, il est, comme tu dis, il est un peu, au niveau de la moyenne, un peu au-dessus, on va dire, sur drive. Quand tu inclus lancer franc en plus de l'efficacité en fin de drive sur les lay-ups et les tirs. Donc, tu vois, 1,17, c'est bien, mais comme tu dis, on a un peu le souvenir de explosivité, voler des concours de dunk, etc. Et que, il s'est fait l'écraser 2 fois quand même entre temps, hein. Oui, c'est vrai. Non, mais ça reste un mec intéressant, tu vois, même sur drive. En fait, le problème de sa carrière, j'ai l'impression, c'est que on s'attend, alors peut-être à cause du salaire, mais on s'attend à beaucoup plus un rôle de créateur majeur, alors que ça ne l'est pas. Mais dans les faits, la finition est géniale. Il y a aussi du pull-up, il y a aussi du drive, éventuellement, mais si c'est pas du drive à haut volume comme SGA ou comme Doncic, et c'est même parfois il y a un peu de drive de finition, quoi. Tu vois, il y a déjà un décalage qui est fait, ça renverse vers lui, et plutôt que prendre le tir, vu que ça ferme sur lui, il va attaquer en drive. Donc oui, c'est plus facile. Tu démarres avec un décalage. Mais tout de même, quoi, ça fait un package ultra efficace. Donc c'est vrai, j'ai toujours été un peu au-dessus de la moyenne, on va dire, en termes de code d'amour par rapport à lui, alors que je l'aimais pas du tout à la fac, mais ceci est une autre histoire. On en parlera un jour, je pense. Mais non, mais ce qui est intéressant par rapport à sa saison aussi, c'est, comme tu dis aussi, l'évolution de son rôle, où, quand il arrive aux Kings, il est beaucoup plus, alors pas beaucoup plus, mais un peu plus assisté, notamment parce que les systèmes sont pas pareils, parce qu'il joue aussi un peu avec Sabonis, donc le jeu de main à main, etc. Et donc il passe de 49 à 55% de panier assisté, donc ça monte un peu. On est d'accord, c'est pas énorme, mais surtout pareil pour les tirs au panier, où en fait 6 fois sur 10 il est assisté au panier, contrairement à avant où il était, tu vois, tu remontes un peu les saisons aux Bulls, parfois il était à 40% à peine assisté au panier. Donc il y a quand même un vrai shift de ce point de vue-là. Et en fait, j'ai hâte de voir l'an prochain, je t'avoue. J'ai hâte de voir l'an prochain, une saison complète, parce que, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un peu Kevin Werther, qui était le partenaire parfait de jeu de main à main avec Sabonis. C'était avant ou après qu'il oublie de tirer à 3 points? Ben voilà. Mais c'est presque la version plus maintenant, quoi. LaVine. La version de Werther 2023, mais en beaucoup mieux. Ouais. Mais ouais. Et puis même la défense, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même assez solide, quoi. On n'est pas sur le Zach LaVine de tout début de carrière qui était catastrophique. En plus, quand tu joues pour Billy Donovan, tu défends un peu, un minimum. Je dis pas que c'est la folie, mais tu vois, je trouve que c'est un package assez intéressant parce que c'est très correct en défense. Il y a la taille en plus, donc ça aide à être fonctionnel en défense avec la taille. L'efficacité qui est géniale. Le seul truc qui manque, c'est, t'es pas un créateur de haut niveau collectivement et même pour toi-même. Mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de choses à aimer, je trouve. Et en plus, méga surchauffe pour cette saison, donc ça aussi on aime bien, quoi. On va le prendre en compte. Ouais. Non, mais on peut pas lui demander d'avoir en plus de la création avec tout ça, sinon il aurait un contrat max. Tu peux lui demander. Oui. Excuse-moi, j'ai compris. Effectivement. Mais alors, classement, justement, où est-ce qu'on met ce joueur très intéressant dans son rôle, mais qui est dans son rôle? Où est-ce qu'on l'imagine? Tu vois, c'est un peu ce dont on parlait avant. On a un espèce de groupe, là, de la 43e à la 46e place de role-players bons dans leur rôle, mais imparfaits. Donc là, on a Austin Reeves. Bon, DeMar DeRozan, c'est un peu différent. Mais Gianinobi, Deni Avdija.
Moi, je le voyais bien dans cette fenêtre-là. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que j'avais un point de repère qui était un peu Jaylen Brown de mon côté. Je pense que Brown va être très bien vu parce que le contexte est un collectif un peu meilleur. Mais tu vois, je me dis, il y a un peu bataille, hein. Surtout cette année où Brown est un peu moins efficace et que Lavine l'est largement plus. J'aimais bien un peu ce point de repère, notamment un point de repère un peu bas. Mais après, la question, c'est jusqu'où on monte, en fait. Bah, tu vois, moi, je vois un Desmond Bane qui est, Ouais. donc, toi, Jaylen Brown, c'était 40 pour que pour que les auditeurs puissent se retrouver. Tu vois, j'ai Desmond Bane pour moi comme point de repère haut en 36. Pour moi, je peux pas aller au-dessus de Desmond Bane. Est-ce que c'est pas Desmond Bane qu'il faut descendre, peut-être? Non, j'en sais rien, mais tu vois, je sais pas. Parce que le volume est un peu plus petit que tous les mecs qu'il y a derrière, quoi, que les Fox. Mais je pense que Desmond Bane, son positionnement en 36, c'est genre la synthèse des deux saisons. C'est la synthèse de... en fait, on a vu ce qu'il pouvait faire en tant que première option, en tant que joueur très responsabilisé, et c'était très cool. Là, il a rejoué avec Ja Morant. Mais du coup, on sait toujours ce qu'il est capable de faire, donc peut-être qu'il y a un peu des deux. Ouais. Peut-être qu'on lui laisse un peu le bénéfice de son passé. Ok, bah on peut le mettre là alors entre Jamal Murray, Jaylen Brown et De'Aaron Fox, héros à peu près. On le met dans ce package là, si ça te va. Ouais, ça me va, ouais, autour. Je pense que son vrai niveau, s'il était pas en surchauffe, il serait un peu plus bas dans le classement. Tu vois, je vois un OG Anunoby par exemple ou un Deni Avdija, on en a parlé, mais il y a un côté défensif hyper intéressant. Je pense que sans la surchauffe, peut-être qu'il serait dans cette zone-là un peu plus en dessous. Mais il faut quand même prendre en compte la performance 2025, c'est l'exercice du jour. Mais ok, très bien. Donc mettons-le là. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 6 février 2025 et tu te souviens bien sûr. Tu vas me dire qui est sur le terrain. On se remémore les actions marquantes, mais qui est sur le terrain FD au moment de ce contre spectaculaire contre les Portland Trail Blazers? Oh putain, Portland en février. Ouais. Il faut les deux équipes là. Il faut les deux équipes et je l'ai pris parce que c'est seulement un des seuls 12 contres de la saison de Zach LaVine. On a dit 74 matchs. Il a fait que 12 contres. Waouh. Donc on a dit qu'il y avait Zach LaVine sur le terrain. Bravo. Jusque là on est plutôt bon. T'as un point pour avoir mis ton nom sur la copie. Ouais, super. J'ai fait bref. Du côté de Portland, on va avoir du Deni Avdija. Pas sur le terrain à ce moment-ci, non. Ok, bah alors on a Toumani Camara. Exactement, Camara est là. Est-ce qu'on a Scoot Anderson? Oui, toujours prêt. Est-ce qu'on a du Donovan Clingan? Exactement, Clingan est sur le terrain, ouais, tout à fait. Clingan. Okay. Il manque un arrière qui, pour pas faire baisser sa cote à la draft, il a pas joué du tout à Kentucky. Shaedon Sharpe, exactement. Et le dernier alors, le dernier. Jeremy Grant, il existe encore dans ce monde-là? Non, c'est pas Jeremy Grant sur le terrain à ce moment-ci. Anthony Simmons, il existe encore? Anthony Simmons, exactement, c'est lui. Et côté chez... Ah oui, c'est là que c'est là que c'est compliqué. Bah, je sais pas, DeRozan, Sabonis. DeRozan non, Sabonis non. Oh super. Keegan Murray est sur le banc, donc pas sur le terrain. Super. Qui d'autre on a du côté de Sacramento? Malik Monk est pas sur le terrain. On a quelqu'un qui est arrivé depuis Washington. Il a signé à Washington pour l'argent, dans le but de se faire échanger. Il a eu raison, et depuis il est reparti, il s'est fait rééchanger contre Darius Saric. Ouais. Valanciunas. Exactement, Jonas Valanciunas. On a quelqu'un qui c'est un truc qui fait tourner les bateaux, tu vois, qui fait avancer le bateau dans l'eau. Alors Ellis, mais alors oui. Mais alors qui en Ellis? Exactement. Bah alors là, t'étais le premier à comprendre cet indice. Je te remercie. Parce que j'allais dire voile et tout, mais bon, ça fait pas tourner. Il y a qu'une hélice qui tourne. Après, on a un rookie spécial Sacramento, c'est-à-dire drafté à peu près à 25 ans déjà. Je crois qu'il est plutôt défenseur, il me semble. Qui n'est pas Keegan Murray? Keegan Murray? Non. 13e pick de la draft 2024. C'était un rookie cette année. Et je crois que son papa était un meneur vétéran années 2000. Qui a joué à Miami, Denver apparemment. Ah, si, je l'ai. Petit. Le papa, il était petit, costaud. Si, c'est le mec. Alors, pour l'anecdote, pour les gens, c'est le mec. C'est Anthony Carter, c'est ça? Exactement.
Anthony Carter, c'était le mec qui startait sur NBA Live 2006 à la place, qui startait en poste 1 et du coup Allen Iverson était en poste 2 sur NBA Live 2006 avec Denver. Et du coup, je sortais à chaque fois Anthony Carter pour faire rentrer J.R. Smith. Tu vois, 2006 déjà, on avait bon goût déjà. Et du coup, donc son fils c'est Devin Carter, je te l'accorde. Junior. Ouais, super. Non, je te l'accorde. Devin Carter. Cool. Et le dernier, c'est un ancien de Kentucky, tu sais, l'année où il y avait des plateaux. Il y avait 5 titulaires, 5 remplaçants. Et il était, je crois, dans le plateau avec Devin Booker, avec les remplaçants. Et je crois qu'il a signé en Europe il y a pas longtemps. Cet été, il a signé en Europe. Ouais, il joue à Denver, je crois. Oui, exactement. Exactement, il a signé où? Il a signé au Real Madrid. Trey Lyles. Exactement, Trey Lyles, tout à fait. Heureusement qu'il y a l'Europe pour te sauver quand même. Niveau culture quiz, pour le coup. Et Anthony Carter. Donc on avance, deuxième joueur du jour, si tu veux bien, Jakob Poeltl. Je te fais le topo. Jakob Poeltl, 30 minutes par match cette saison, 57 matchs, 14 points et 3 rebonds, mais bon, c'est pas non plus le côté scoring qui nous intéresse, je pense, pour la valeur. 19% d'usage, donc un usage assez sobre en effet, et plus 11% relatif à la moyenne. Donc ouais, pour te lancer, on est quand même sur un Poeltl qui est dans une équipe pas très forte, mais lui toujours aussi intéressant, je trouve. Ouais, bah oui. Super intéressant. C'était l'encre défensive d'une équipe qui était intéressante globalement, enfin qui était performante de temps en temps grâce à la défense. Ouais. On avait fait le bilan des Raptors ensemble cette année. Globalement, c'était une équipe défensive, mais par défaut, parce qu'offensivement, ils avaient pas forcément les outils pour être une super équipe offensive. Alors que pourtant le fond de jeu est sympa, on en reparlera un peu après. Maintenant, du coup, Jakob Poeltl, c'est toujours c'est ton assise défensive. Alors ça va, c'est plus du niveau élite. Ça a pu être du niveau élite un jour. Ça reste juste une très bonne option défensive. Globalement, Toronto, c'était une équipe qui était super agressive, qui faisait beaucoup de fautes, mais qui provoquait beaucoup de balles. Et Jakob Poeltl, c'est un peu ça. C'est un mec qui est un peu plus mobile qu'un mec qui fait que du drop, donc qui défensivement t'offre quand même des options. Qui dans la protection de cercle est plus au niveau où il a été plus tôt dans sa carrière, mais ça reste toujours sympa. J'ai noté qu'il était à moins 0,5 ou à 5, il infligeait une perte de 5,5% au cercle cette année, ce qui est correct, mais ce qui est pas non plus élite. Il me semble qu'il a dû faire des saisons où il a tutoyé, je pense, les moins 10%. Donc voilà. Après, il faut aussi remettre ça dans le contexte collectif où il joue souvent avec Scottie Barnes en deuxième intérieur défensif, on va dire, dont la force n'est pas non plus la protection de cercle, quoi. Scottie Barnes est un bon défenseur, mais pas forcément là-dessus. Donc il est pas forcément aidé par son premier rideau. Mais non, du coup, défensivement, toujours bien. Plus forcément très très bien, mais toujours bien. Et puis en attaque, on peut en parler aussi, mais je sais pas, défensivement, t'as encore quelque chose à rajouter? Pour moi, le truc important, c'est mobilité. Il fait peu d'erreurs. Il protège toujours un petit peu le cercle, même si c'est une équipe qui a beaucoup qui a beaucoup concédé de tirs au cercle, 4e fréquence de la ligue. Mais globalement, non, c'est toujours solide défensivement. Je suis d'accord qu'il est, en tout cas, la perf 2025 est pas au même niveau qu'avant. Après, comme tu l'as bien dit, à quel point il y a un côté contexte ou à quel point il y a un côté lui qui est moins bon. Ça, je pense qu'on le saura par la suite. En fait, secrètement, parce que je pense que peu de gens le savaient, mais c'était aussi un protecteur de panier d'élite à l'époque. Tu vois, je reprends un peu au hasard. Alors 2020, par exemple, aux Spurs, il y est au moins 10 de perte d'efficacité infligée au panier, donc un peu la barre symbolique des moins 10% infligés à l'adversaire quand lui est sous le panier, ce qui est un peu un score d'élite. Et cette année, on est que moins 5 et quelques, t'as dit? C'est niveau Brook Lopez, qui est plus vieux, c'est niveau DeAndre Ayton, qui est aussi un peu moyen à Portland, etc. Donc c'est quand même pas mal. Mais on n'est pas au niveau d'élite. Mais je te rejoins qu'il y a un côté protection de panier et mobilité. Là encore, peut-être un peu sous-estimé, l'aspect mobilité. Mais globalement, la défense est très cool. Et c'est vrai que pour passer sur l'attaque aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un excellent finisseur au panier, alors qu'il n'en a pas l'air. Il a pas l'air sexy d'un point de vue athlétique, mais en fait, il est quand même assez coordonné, assez agile, et même en termes de taille et de centimètres de longueur de bras, c'est quand même très cool. Donc t'as ce côté finisseur, mais c'est pas que Clint Capella, quoi. Tu vois, je trouve qu'il y a aussi un peu de passing, un peu de capacité à dribbler, à faire des jeux de main à main, à faire un peu de lecture en mouvement. Donc ça donne un peu un espèce de bonus où t'as un joueur qui a été un des joueurs les plus sous-estimés de NBA depuis 2-3 ans,
aussi parce qu'on le voit moins dans des Raptors moins bons. Mais tu vois, il y a un côté, en fait, catch and finish, rim runner, mais plus, quoi. Parce qu'il peut faire beaucoup plus que le simple Capella, le simple Tyson Chandler à l'époque, quoi. Ouais, bah, globalement, les actions qui ont bien fonctionné cette année en attaque du côté des Raptors, c'était des actions qui impliquaient Jakob Poeltl, que ce soit en pause d'écran. Tu vois, ça, c'est souvent un truc qu'on n'analyse pas forcément, mais qui a quand même un gros impact sur le jeu. Ouais. C'est la qualité de la pause d'écran. Jakob Poeltl, on est vraiment très haut dans la ligue, quoi. Donc déjà, ça force un retard défensif qui est important. Et puis après, tu l'as dit. Alors, sans être un passeur génial dans l'élite de la NBA au niveau des pivots, c'est quelqu'un qui est quand même capable de faire des passes sur du short roll et qui a juste de l'agilité balle en main, comme tu l'as dit, notamment, et qui a un petit toucher quand même. Tu vois, 74% de finition au cercle, ok, mais il a aussi un gros régime de tir sur les shorts mi-distance, sur le clean de glace, c'est des flotteurs en fait. Il en prend beaucoup et il a 51% de réussite là-dessus. Donc ça montre quand même qu'il y a du toucher. Et puis même, au-delà de juste l'aspect, ok, il sait mettre des flotteurs, il sait mettre des tirs à 3-4 mètres. Globalement, ça change quand même quelque chose tactiquement pour l'adversaire, c'est que sur le short roll, si t'as un mec qui est capable de mettre ses flotteurs ou de les prendre, ça force le défenseur d'aide à venir plus loin, et du coup ça t'ouvre des passes ensuite derrière. Là où un mec qui a besoin d'aller au cercle, tu peux globalement l'attendre au cercle et contester son tir. Donc il y a quand même un aspect structurel qui est changé avec ça. Et non, tu l'as dit, alors c'est pas un hub offensif, un opérateur de poste haut à super haut volume, c'est pas forcément comme ça que les Raptors l'utilisaient le plus. Par contre, sur les situations où il est utilisé comme ça, il est compétent en fait. Donc ouais, moi j'aime beaucoup Jakob Poeltl depuis super longtemps. J'étais content de l'avoir sur le top 100. Mais non, je trouve que c'est un joueur intelligent qui fait peu d'erreurs, qui te force à faire peu de compromis. Et dans cette équipe-là, c'est une valeur sûre dont t'as besoin parce que t'as pas beaucoup d'autres valeurs sûres. Donc non, bonne saison pour lui. Je suis d'accord. Et moi, l'aspect que j'aime bien, c'est, j'ai parlé un peu du côté opéré balle en main, comme tu l'as développé aussi, sur le passing, lecture. Mais le toucher aussi, quoi. Le toucher, c'est pas un mec qui peut être efficace que quand tu l'envoies à l'alley-hoop, quoi. C'est pas que du alley-hoop, c'est pas que du dunk. Ce 51% dans la zone des flotteurs est quand même très cool, quoi. Donc t'as aussi un aspect finition, mais plus large. Tu peux un peu lui donner la balle un peu plus loin du panier, et ça peut faire le boulot. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Après, on l'a pas dit, on est quand même sur un mec qui est autour des 75 ou 80% de panier assisté, évidemment. Oui. Donc oui, ça reste un finisseur. Mais tout de même, tu vois, le fait de faire une saison à ce point efficace, sur une année où des playmakers pour l'envoyer sur des bonnes situations de finition, il n'y en avait pas des tonnes, en tout cas pas de qualité géniale. Comment ça, RJ Barrett? Ouais, voilà. Comment ça? Non mais ça en raconte aussi pas mal sur sa finition en elle-même, quoi. Tu vois, c'est pas comme si tu fais une top saison à côté de Luka Doncic ou voilà ce genre de choses où on peut te dire bon, on peut peut-être un peu nuancer ou faire attention. Là, c'est un peu moins le cas. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc classement alors, où est-ce qu'on l'imagine le Jakob Poeltl? Alors, je pense pas qu'il soit au niveau du groupe de pivots dont on a parlé en intro là, les Miles Turner, Hartenstein, Porzingis, Lopez. Il y a du Kessler qui est un peu plus bas. Ouais, il y a Walker Kessler. Alors dans des registres différents, Kessler, je pense que défensivement quand même un peu au-dessus, ou en tout cas plus impactant au cercle. Mais d'un autre côté, offensivement, je pense que je préfère Poeltl. Ouais, je pense largement. Je pense du coup ça me va d'aller taper là-dessus. Je pense que le groupe de pivot un peu au-dessus de tout ce qui est Turner, Porzingis, c'est un peu trop haut. Notamment en termes de minutes, Poeltl il joue que 29, je crois. Donc aussi, c'est vrai. Mais non, mais je pense que le duel avec Kessler est intéressant parce que comme tu dis, Kessler vraiment, il est là pour la défense, assez clairement. Mais le différentiel offensif est également assez notable. Donc je pense que plutôt par là ça peut aller. Après, tu vois, je vois qu'il y a aussi un Hallerford qui est un peu plus bas. Est-ce qu'on pourrait pas un peu le reclasser à la hausse, le Hallerford, ou pas? Je ne sais pas. Attends, je regarde qui est au-dessus de lui. il y a Andrew Neymar, on bouge pas. On peut pas le mettre au-dessus d'Andrew. Non, mais après, en vrai, est-ce que je préfère avoir Hallerford ou Kobe White et Dante DiVincenzo dans mon équipe? Enfin, moi, le choix, il est très très vite fait. Enfin, il est fait très rapidement. Je préfère Hallerford, je pense. Qui, pardon? Tu dis que DiVincenzo? Kobe White et pourtant j'adore Kobe White. Mais tu vois, Kobe White, DiVincenzo. Ouais, puis même tu vois par rapport à Kessler, j'adore la défense, mais
Bon, alors il n'est pas au même niveau défensif, mais il y a quand même un bon niveau défensif qu'on a vu sur même face à de très bonnes équipes. Donc au final, ça me va un peu de rapprocher tout ce groupe-là, quoi. Tu vois. Ouais, moi je ferais un petit groupe de pivots, enfin ouais, d'intérieur, de pivots avec catégorie 2, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah faisons ça. Alors un tir groupé Horford, Poeltl et Kessler à peu près à ce niveau-ci. Ouais. Très bien. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 28 mars 2025 et c'est un poster sur 3 joueurs des Charlotte Hornets. Mais qui est sur le terrain au moment de ce poster marquant de la saison? Tout le monde s'en souvient, FD. Ouais. Alors du coup à Toronto, c'était en fin de saison, tu m'as dit? Le 28 mars. Ok, donc je pense qu'on a Quickly sur le terrain. Quickly, oui, effectivement. Ok, Barrett. Barrett, non, n'est pas là. Barnes. Barnes n'est pas là. Comment ça, Barnes? Ah, Scotty Barnes, pardon. Ouais, Scotty. Harrison Barnes. Non, il est pas là, Scotty? Non. Ah, bah super. Super. Il y a qui d'autre dans cette équipe? Chris Boucher? Chris Boucher n'est pas sur le terrain, non. Waouh. Tu sais qu'il n'y avait pas tant de monde que ça aux Raptors, hein. C'est un match contre les Hornets, je t'ai dit, donc c'est peut-être un peu le fond de banc, on va dire. Ah ouais, bah là je vais avoir besoin de beaucoup d'indices, je pense, hein. Alors, on avait quelqu'un qui était à Dallas avant, un joueur un peu hipster qui était à Dallas et qui ensuite est allé à Toronto, mais ça m'étonnerait que tu l'aies. Je sais pas trop comment te. Bah, il y avait un ancien meneur de Denver qui s'appelait comme ça, tout petit. Et c'était pas Anthony Carter. Petit meneur de Ty Lawson était petit. Exactement. Et donc, c'est un Lawson. Alors là. Voilà, c'est AJ Lawson, je te le donne. Le fameux. Je suis pas sûr que tu le connaissais, AJ Lawson. On avait également un petit shooter qui s'est pas trop fait sa place en NBA pour l'instant. Je sais pas trop comment te le faire deviner non plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Qui est passé par les Pacers, je crois. Mais peut-être ça te parle pas. Non. Si je te dis sa fac, peut-être toi qui suis un peu la draft, ça pourrait t'aider. Il a fait 3 ans de Villanova et 1 an de Syracuse en 2022. Oh mais oui, mais bien sûr, c'est Cole Swider. Ah voilà, je savais que tu l'aurais. Cole Swider, exactement. Ouais, ok. Exactement. Qui a signé en Europe, Cole Swider d'ailleurs. Ah bon? Ouais, je sais plus où. Ah, bah tu vois, ça règle la question, comme ça j'ai pas besoin de le mettre dans ma All-Hipster Team s'il est parti de la NBA. Il me semble qu'il a signé en Europe. Et il reste un dernier du coup. Il reste un dernier qui était un choix du premier tour. Du deuxième tour. Un grand ailier défensif du deuxième tour. Un joueur hipster aussi. Qui était rookie cette année. On en a parlé, je crois, dans les bilans d'ailleurs. Ouais. Waouh. C'est lui. Ouais, clairement. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Et donc Bamba. Non. Non, c'est Jonathan Mogbo. Oui, on en a parlé, ouais. Eh c'est ben sympa. on en a bien bon, parlé. c'est un peu rustre encore, hein, mais c'est sympa. Et côté Charlotte, alors, qui se fait postériser et qui est sur le terrain? Waouh. Miles Bridges. Non, pas sur le terrain à ce moment-ci, non. Qui est-ce qu'on avait là? On avait Moussa Diabaté, on avait Tidjane Salin. Non, pas Salin. On avait un autre pivot qui arrivait en cours d'année. L'ancien titulaire du poste. Ouais. Ouais, notre ami Youssouf Nurkic. Exactement. Nurkic est sur le terrain. Un ancien de Dallas qui est un peu décevant en attaque, mine de rien. Josh Green. Exactement, Josh Green. On a aussi quelqu'un qui s'est fait couper par Charlotte récemment. Je crois que c'est un mec du premier tour d'il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Si je te dis Brad Pitt et Angelina Jolie. Smith. Et donc, c'est un Smith. Il y en a beaucoup des Smiths en NBA. C'est Nick Smith, je vois, Junior. Ouais, Nick Smith, ok, ouais. Qui s'est fait couper d'ailleurs il y a pas longtemps, 27e pick en 2023 après seulement 2 saisons. Et le dernier, si je te dis Homer, si je te dis Marge. Homer Simpson. Ouais, je te l'accorde parce que c'est KJ Simpson. Je pense que tu l'auras pas eu. Regarde les erreurs de les mecs aussi. Excuse-moi. Hein. Ok, super, trop cool.
Et donc on avance, troisième joueur du jour, c'est Tobias Harris. Si tu veux bien, je te fais le topo. 31 minutes par match pour Tobias Harris, 73 matchs du côté des Detroit Pistons, 13 points et 6 rebonds de moyenne, 17% d'usage, donc un volume un peu plus faible que d'habitude, on va en parler, et toujours une efficacité au niveau de la moyenne. On est vraiment pour te lancer sur une bonne saison, mais dans un rôle un peu différent et surtout un salaire différent à Détroit, donc on voit ça de manière un peu différente également. Je suis un peu déçu que tu me proposes de classer Tobias Harris. Puisque tu sais combien il y a de joueurs qui ont joué en NBA cette année ? Non. 350, non, un truc comme ça. Imaginons qu'il y en ait 300. Ouais. Pourquoi on dit pas qu'on le classe 150e et on n'en parle plus ? On pourrait, mais du coup on n'est pas dans le top 100 FVT, tu te rends compte ? Ouais, bah du coup on le place 50e. Tu sais, il y a une liste, il est à la moitié quoi. Enfin voilà, on le met au milieu du truc. Non, en vrai. Surtout il y a une différence entre la moyenne et la médiane FD surtout. C'est vrai parce que non, je vais pas. C'est vrai que en fait, si tu nous mets dans une pièce avec SGA, on est tous dans la moyenne des très très bons joueurs de basket. Alors qu'en fait, dans la médiane, on reste pas très bon, quoi. Bref, ok. Non, mais Tobias Harris, Mr. Average, enfin tout moyen qu'il soit, en fait, cette équipe, elle avait besoin de lui un peu, hein. Donc non, c'est une bonne année de Tobias Harris avec le salaire, tu l'as dit, qui va bien, mais globalement, qu'est-ce que Tobias Harris apporte? Et c'est un peu typiquement ce dont cette jeune équipe des Pistons avait besoin. Bah, c'est quand même, mine de rien, un peu de spacing avec sa menace à 3 points, qui, attention, hein, sa menace à 3 points, sans être forcément élite, et a-t-elle été élite un jour, au moins elle est respectée, donc en termes d'apport de spacing, ça te crée quand même de l'espace. Cette année, il est à 35% de réussite à 3 points, ce qui est moyen, mais bon, c'est Tobias Harris. Il t'apporte quand même du scoring que, tu vois, pour moi, c'est du scoring inélastique. C'est-à-dire que ça va être en termes d'efficacité, ça va être dans la moyenne. Globalement, ça va être régulier, donc tu sais à peu près tout tu sais ce à quoi tu dois t'attendre en termes de volume, en termes de réussite sur une soirée. C'est le genre de mec que je vois comme une valse de dépressurisation. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, c'est quand ton attaque fonctionne pas trop bien ou qu'elle stagne, c'est un mec à qui, en fin de possession, tu peux lui demander de se créer son tir en 3-4 secondes, et globalement, ça peut bien se passer. Ou bien même, t'es un peu dans un moment off en attaque, tu peux lui donner un petit post-up de temps en temps pour qu'il soit content. Pareil, ce sera en termes d'efficacité au niveau de la moyenne, mais au moins, c'est quelque chose qu'il est capable de créer. Et surtout, tout ça, il te le fait sans avoir besoin de la balle en main. Cette année, c'est une année en termes d'usage qui est assez faible pour lui. Et l'explication, elle est simple, c'est qu'il a joué avec un mec avec une utilisation énorme qui était Cade Cunningham cette année. Donc c'est quelqu'un qui globalement t'apporte offensivement sans avoir besoin de te vampiriser des ballons et qui laisse ta star offensive, qui lui donne de l'espace et qui lui laisse avoir le ballon en main. Donc globalement, succès de la mission pour Tobias Harris dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il y a déjà, pour moi, il y a un côté vision du joueur peut-être qui est différent parce qu'il est plus payé comme une méga star, tout en jouant un peu comme il le fait d'habitude. Hein. Ouais. Mais du coup, il y a un côté rentabilité qui est un peu différent. Mais à la limite, bon, ça c'est que au niveau de la perception, c'est pas trop l'exercice du jour. Mais c'est vrai que il y a cet aspect de profil inélastique, comme tu dis, où je pense qu'il est utile pour des fins de possession, pour un peu de création secondaire. Mais au final, non pas que je sois déçu, mais il y a un côté où je pense qu'il peut faire encore mieux autour de Cade en termes de complémentarité. Tu vois, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un peu comme le fit DeRozan aux Kings. Donc le mec, il va le scorer un peu statique dans une attaque qui était censée tourner avec des cuts. J'irais pas jusque là, mais c'est vrai que il y avait plus un côté quand Tobias était sur le terrain, c'était bon, il va pas optimiser pleinement Cade, mais au moins quand le pick and roll de Cade va nulle part ou quand le système va nulle part, il y a un peu cette seconde option quoi. C'est un peu ce plan B qui ne va pas aider à ce que le plan A fonctionne, mais si le plan A échoue, il y a le plan B. C'est un peu, tu vois, c'est un peu pour caricaturer. Ouais, et défensivement ça va, c'est solide. Mais en fait voilà, quand on fait des blagues sur le joueur le plus moyen de NBA, c'est un peu là-dessus quoi. C'est-à-dire que en fait il fait tout bien, tout de manière bien ou un peu correcte, mais sans être génial quoi. Donc la défense c'est plutôt solide. Le scoring de création ça va, ça peut le faire, tu vois, j'ai regardé isolation, on est 34e centile à peu près, donc à peine mieux que 34% des joueurs NBA, donc ça c'est pas top, mais post-up on est 60e centile, donc à peu près au niveau de la moyenne, un peu au-dessus de ce côté-ci. Mais c'est vrai ce qui m'embête un peu, c'est l'aspect de off-ball en fait.
et de spacing où, ok, quand tu lui donnes un ballon, il peut le transformer. Après, on est sur quelqu'un qui peut shooter. Il peut shooter, mais c'est pas non plus à haut volume, c'est pas à haute respectabilité. Donc au final, t'as un espèce de truc où t'as un joueur qui joue un peu, je vais exagérer volontairement, mais un peu dans son coin, mais qui va pas apporter tant de ça de synergie à tout ce qui se passe autour. Pareil, le passing, c'est potable, mais c'est pas un créateur. Tu vois, même comparé à des créateurs un peu secondaires qu'on a dans la liste, il est pas non plus comparable. C'est juste un mec qui va pas être égoïste, qui peut faire la passe simple, qui peut faire une lecture de pick and roll une fois tous les 2-3 matchs. Mais là encore, c'est plutôt neutre en fait. Mais au final, tu vois, être neutre en NBA, d'où un peu le débat moyenne, médiane, exactement. Mais finalement, être neutre en NBA, c'est littéralement pas un négatif. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Ah, super. Non mais c'est vrai. Non mais c'est la description la plus Tobias Harris des descriptions en fait. Non mais pour dire, ça a vraiment pas trop changé par rapport à d'habitude, par rapport aux Sixers où il était attendu dans le plus grand rôle. On est à 63% de panier assisté, c'est peut-être un peu au-dessus de d'habitude, mais pas non plus des tonnes, quoi. C'est pas non plus, il a pas grimpé à 80% de panier assisté ou quoi que ce soit. Donc on a ça, pour préciser aussi les chiffres qu'on a un peu évoqués. Au niveau du 3 points, 35%. Donc à peine la moyenne. C'est efficace au panier, mais parce que le panier, c'est pas que du drive, justement. Même pas trop du drive. Donc voilà. Et puis la fréquence est assez faible. Mais voilà, ça fait une saison où, on l'a bien dit, c'est du Tobias, quoi. C'est Tobias Harris, c'est plutôt pas mal en défense. Il a pas fait tâche, tu vois, dans les schémas un peu défensifs de Bickerstaff, il a pas du tout fait tâche, mais c'est pas un difference maker non plus, quoi. Il va pas créer de désavantages, il y a pas playmaking défensif, il va pas te faire des contres au panier, il va pas te faire des méga interceptions. Il est là, il est par là, il fait des rotations, mais c'est pas non plus la folie non plus. donc au final, où est-ce qu'on l'imagine alors, Tobias, dans ce classement, la version 2025? C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce que en bas, tu vois, je vois des mecs comme Dyson Daniels ou Jabari Smith qui du coup ou même Dorian Finney-Smith qui du coup ont une force mais qui demandent des compromis. Donc en fait, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère quelqu'un qui est excellent d'un côté du terrain mais qui te force à faire beaucoup de compromis de l'autre, ou quelqu'un qui est neutre sur les deux en fait? Donc je t'avoue que c'est un peu tu vois, le dernier actuellement c'est Klay Thompson. Même en dessous, j'ai l'impression qu'il y a toujours un des deux côtés du terrain sur lesquels ils sont meilleurs que Tobias Harris. Mais il y a aussi l'autre argument, c'est-à-dire que Tobias Harris, il y a aussi un côté du terrain où il est plus passable, où il force moins de compromis que les autres. Mais en tout cas, je le verrai plutôt à la fin de ce classement. Exactement où, c'est à décider ensemble, mais plutôt ensemble. Enfin, plutôt en bas, quoi. Oui, effectivement. En fait, il y a un côté où je pense que la fourchette peut être assez large selon la pondération. Ouais. Tu vois, j'ai pas de mal à imaginer quelqu'un qui va bien pondérer son scoring et sa création un peu secondaire, le placer relativement haut dans le classement, relativement haut. Et peut-être nous ou toi dire finalement la création pas ouf et puis la défense pas ouf, et donc on va les taper littéralement Klay Thompson ou un peu les 5-10 derniers, quoi. Donc j'imagine bien une fourchette assez large, assez étendue. Cela dit, je vois un peu des noms de fin de classement et je suis un peu d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, je vois des défenseurs d'élite, je vois des Dyson Daniels, je vois des Cason Wallace, des Jrue Holiday, qui sont quand même bas du classement, ces mecs-là, et je me vois pas le mettre devant, en fait. Alors qu'il y a quand même un peu de création, mais on l'a bien expliqué, la création est pas ouf en soi, et même le jeu off-ball est pas non plus très bon. Donc il y a un côté neutre, mais finalement le neutre ne crée pas de valeur, alors que même les mecs de bas de classement, pardon, ils créent de la valeur d'une certaine manière d'un côté ou de l'autre, quoi. Ouais. Donc ouais. Mais alors à ce moment-là, est-ce que Lauri Markkanen n'est pas un peu trop haut, au final, tu vois? Parce que Markkanen, il a un volume qui est pas ouf, il a une efficacité qui est pas bonne cette année. Et en plus, il y a un malus défensif parce qu'il est un peu plus intérieur, et tu vois, finalement, coller Markkanen et Tobias Harris, ça me va. Mais plutôt peut-être les baisser, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas de mal à les mettre niveau Klay Thompson, ouais. Alors, tu descendrais Markkanen aussi bas? Après, je t'avoue, j'ai vraiment pas beaucoup regardé Utah cette année, donc je te fais confiance là-dessus. Markkanen, il y avait un côté, l'intérêt du profil, c'est le scoring, mais il score mal, ou pas très bien cette année, et il y a pas la défense, il y a pas la création, il y a pas de passing, donc ouais, tu vois, au final, tu te dis, est-ce que tu préfères pas un mec comme PJ Washington qui va être un peu inefficace en attaque, mais sur très peu de tirs, donc on s'en fiche. Par contre, grosse solidité en défense, quoi, notamment. Mais ou alors avec un tir groupé, là, je vois qu'il y a aussi Andrew Wiggins, Keegan Murray qui sont relativement neutres également. Mais tu vois, même là-dessus, Keegan Murray, la défense, c'est quand même moins neutre que Tobias Harris ou que Markkanen, quoi. Donc moi, honnêtement,
Moi, ouais, ça me dérangerait pas de mettre Tobias Harris en dessous de Keegan Murray. Et même en dessous de PJ Washington. Ouais. Après, je sais pas, Klay Thompson, je sais pas trop quoi en faire, je t'avoue. Très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 1er mars 2025 et c'est un dunk spectaculaire de Tobias Harris contre les Brooklyn Nets, FD. Non, mais spécial pour toi. Que les équipes nulles. Mais qui est sur le terrain? Ces équipes. On avait Cam Johnson. Oui, exactement. On avait, Nick Claxton. Claxton, oui, en effet. Dorian Finney-Smith, il était encore à Brooklyn, là? Non, il était parti aux Lakers déjà en mars. Ouais. On a quelqu'un qui était un ancien bust, c'est peut-être un peu dur, mais un ancien top 10 de draft à Memphis, mais qui a pas marché. Zaire Williams? Exactement, Zaire Williams. On peut dire bust, hein, peut-être un peu. On peut commencer à le dire en tout cas. Ouais. On a quelqu'un qui était le meilleur ami de Tom Hanks sur une île déserte. Oh, waouh. Est-ce que t'as la référence? Le ballon, comment il s'appelait le ballon? Non. Ah, c'est dans Lost, c'est ça? Non, de Tom Hanks, quand il est perdu sur son île, là, le film. Ah, c'est pas Lost. C'est la marque des ballons de basket de NBA, la nouvelle marque. Wilson. Exactement, et donc Jalen Wilson. Exactement, Jalen Wilson, tout à fait. Fac de Kansas, hein, il me semble, Wilson. Oui. Jalen Wilson. Et puis le dernier, il est passé par toi qui est alsacien, t'es quasiment allemand, hein, à quelques années près tu l'étais. Killian Hayes. Exactement, tout à fait. Killian Hayes était là. Il a fait quelques matchs à Brooklyn. Et ben, il était sur le terrain au moment de ce dunk. Et alors, côté des trois, plus facile. Côté des trois, bah, du coup, Cade. Ouais. Ozar. Oui. Jalen Duren. Oui. Tobias Harris, du coup. Et le fils d'un crossover. Bah, Tim Hardaway Jr. Exactement, tout à fait. Là. Quatrième joueur du jour, on peut aller sur Karl Anthony Towns si tu veux bien. 35 minutes de jeu par match chez les Knicks, 72 matchs, 24 points, 13 rebonds quasiment de moyenne pour 4 en 2025, 27% d'usage et une superbe efficacité de plus 9 relatif à la moyenne. Donc un volume pas mal et en plus une très belle efficacité. Et pour te lancer, on est sur une première année largement réussie, je trouve, du côté des Knicks. Ah oui, totalement. Je pense on va forcément en parler dans le profil. Mais je pense que nous, fans des Knicks, pour être totalement transparent, je pense qu'on a peut-être trop insisté sur ses faiblesses et les compromis qu'il demandait, notamment défensivement. Mais en fait, l'association avec Brunson offensivement, elle est vraiment top. Il fait une saison en termes d'efficacité qui est magnifique pour lui aussi, notamment à 3 points. Il finit à 42% à 3 points, 42% au général. 46% sur catch and shoot, sur un volume un peu plus faible que d'habitude sur du catch and shoot, on va en reparler. Mais faut dire que Thibodeau fait pas jouer beaucoup ses joueurs, donc c'est pour ça qu'il a moins shooté parce qu'il a passé moins de temps sur le terrain. Thibodeau, c'est vrai. Mais non, franchement, la saison est très belle. Et puis ce qui est beau aussi, c'est qu'on l'a vu dans un rôle un petit peu différent de ce qu'on avait vu forcément dans sa cohabitation avec Rudy Gobert. Et l'impact. Alors, il y a deux choses qui ont un peu changé son mode de jeu. La première chose, c'est forcément, il était plutôt utilisé en tant que poste 5, plutôt que poste 4 sur ces dernières années à Minnesota. La deuxième chose, c'est que jouer à côté de Jalen Brunson, forcément, ça change fondamentalement ton utilisation. Donc, on l'a un petit peu moins vu en termes de création pour les autres, en termes de passing. Par contre, on l'a vu, se rapprocher du cercle. Il a eu son plus gros volume de tir au cercle en carrière et ça s'est plutôt bien passé pour lui. On a une hausse légère de son utilisation en post-up par exemple, mais c'est surtout sur de la finition au cercle où on l'a plus vu que d'habitude, avec du coup un peu moins de tirs à 3 points en termes de volume, mais là l'efficacité était là. Donc non, très bonne saison en tout cas offensivement de Karl Anthony Towns dans un rôle mine de rien un peu différent, mais où ce qu'il apporte en termes de spacing et ce qu'il apporte en termes de menace à 3 points a tellement permis d'ouvrir le jeu des Knicks que son impact en fait va au-delà de sa performance individuelle et vraiment il a beaucoup apporté à cette équipe et à cette attaque. Je pense que les Knicks très défensif de Thibodeau, mine de rien, parce que je pense que c'est une erreur de dire que Thibodeau n'est que un coach défensif, mais bref, passons. Mais je pense que ces Knicks-là
sans 4, je suis pas sûr qu'il fasse top 5 attaque de NBA. Sans l'apport offensif de 4 en termes de spacing, etc. Alors que voilà, Brunson, on est tous fans ou méga fans du pick and roll, mais je pense qu'il y avait un apport qui était assez immense du rayonnement offensif, même si, je le répète depuis, on a parlé toute la saison dans l'hebdo, souviens-toi, mais tu sais, il y a un côté où son pouvoir magique n'est même pas encore totalement exploité à cause de Josh Hart. T'as besoin de Josh Hart pour la défense, mais le fait est que le potentiel que tu pourrais imaginer, c'est un 5 parfait en termes de shoot, et donc notamment 4 en poste 5, le shooter le plus dur à trouver sur le poste 5, et lui, il est élite de chez élite. Ça te permettrait d'avoir un spacing maximum que t'as pas à cause de Josh Hart, qui lui est pas respecté. On met le pivot défensif sur Josh Hart et comme ça le pivot reste autour du panier, etc., etc. Donc tu vois, je pense que presque on a un impact qui est déjà immense en termes de rayonnement offensif, mais je pense que ça pourrait même être encore plus. Donc on verra ça peut-être l'an prochain. Mais non, l'autre point de sa saison que je voulais notifier au-delà du spacing et ce genre de choses, c'est le passing. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que on a quand même bien réduit sur notamment le passing un peu fantasque parfois qu'on a pu connaître de Towns côté Wolves. Tu sais, quand il faisait un peu il allait en post-up, les passes par-dessus la tête, alors ça passait une fois sur 5 ou une fois sur 3 et ça faisait un beau highlight. Mais on connaît aussi beaucoup de fans des Wolves qui s'arrachaient les jeux en mode bah oui, pour une bonne passe justement, t'as quand même beaucoup de déchets. Je trouve que dans son rôle au Knicks, il a été un peu plus recadré, un peu scoreur pour caricaturer, et que il a été moins utilisé sur un côté passing sur ce genre de situation, et plus un peu concentré sur son propre tir, on va dire. Bah c'est parce que Brunson prend tellement de la création qu'on n'a plus forcément besoin de ça. On n'a pas besoin de 4 dans ce rôle de créateur. Mais il y a quand même eu des belles passes cette année de 4. Il y a quand même eu des belles passes depuis notamment quand il fait du pick and pop, et que du coup oui. C'est le défenseur de l'ailier qui était à l'opposé qui est obligé de venir. Bah derrière t'avais Josh Hart, même OG Anunoby ou Michael Bridges qui coupaient, et là il s'est quand même fait plaisir avec quelques passes aveugles et tout ça. Alors ça passe très bien sur Twitter. Il y a quelques pertes de balles qui ont fait perdre les quelques cheveux qui restaient à Tom Thibodeau, mais non, offensivement juste le fit est dingue. Est-ce que l'arrivée de Yabusele, qui peut être potentiellement l'autre qui peut shooter, et du coup sortir Josh Hart de la line-up, ça va permettre de le débloquer au maximum, je suis pas sûr. Mais juste en fait, ce que tu disais, oui, je suis d'accord que le fait de jouer avec Josh Hart, ça a limité l'apport de 4. Mais en fait, la présence de 4 permet à Thibodeau de jouer avec Josh Hart et avec Anunoby, et ça les a quand même aidés défensivement, parce que je pense que là on a fait le tour sur l'attaque, mais il faut quand même qu'on passe sur l'aspect défensif, où en fait 4 te force aussi à avoir Josh Hart et OG Anunoby autour de lui si tu veux garder une défense intéressante. Parce qu'on parle pas juste de Karl Anthony Towns, on parle de Karl Anthony Towns plus de Jalen Brunson. Donc 2 énormes compromis défensifs que t'es obligé de pallier par ailleurs. Et la réponse, ça a été de blinder, on va dire, le playmaking défensif sur les ailes par Josh Hart et par OG Anunoby. Bah, c'est ça, parce que je pense que les faiblesses de Josh Hart, Thibodeau, il les connaissait. Et c'est pas juste une lubie, je pense pas, alors peut-être en partie, mais que tu vois, en fait c'est côté pile, côté face, quoi, le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui, Josh Hart gâche le spacing de 4. De l'autre côté, t'as besoin absolument de Josh Hart parce que t'as aussi le compromis défensif avec 4. Alors aussi avec Brunson, mais on va dire que c'est peut-être plus inquiétant. Enfin, le rôle de pivot est plus important, on va dire. Donc quand t'es en positif, ça va être démultiplié. Quand c'est en négatif, ça va être démultiplié aussi en négatif. Mais il y a ce côté, enfin, tu me rejoindras, mais t'as besoin de protéger le panier d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc notamment, ça passe par d'autres ailiers, alors que, tu vois, Brunson, bon, c'est un petit qui est un peu un maillon faible, d'accord, c'est un peu embêtant, mais compenser un peu avoir accepté le compromis défensif à l'intérieur de 4, c'est quand même un peu plus gros. Donc il fallait un peu trouver l'équilibre entre ces deux, et c'est pour ça qu'au final, je crois qu'on avait parlé aussi, mais le line-up principal des Knicks, qui a joué 14 000 minutes ensemble, il est pas mal, mais c'est pas la folie, parce que t'as un peu ces deux trucs qui se tirent l'un l'autre, quoi. Ouais, la solution dont on avait un peu tous l'idée, c'était de remettre 4 dans le rôle qu'il avait plutôt à Minnesota, c'est-à-dire poste 4 défensif, mais du coup on utilisait Mitchell Robinson en poste 5. Oui. Ça te permettait d'augmenter ta protection de cercle. Le problème, c'est que Mitchell Robinson était blessé pendant une grande partie de la saison régulière, donc on n'a pas trop pu voir ça. Deuxième chose, c'est que Mitchell Robinson arrive hors de forme, pas en rythme,
Et du coup, en fait, juste sa présence sur le terrain casse un petit peu ton attaque. Et donc, forcément, on revient un peu sur les vases communicants. Ouais, ok, maintenant, t'as Karl Anthony Towns, mais sauf que ton attaque, elle est un peu stagnante. Donc, les points que tu gagnes en défense, tu les perds en attaque. Donc, bon, c'est... Le choix de Thibodeau, ça a été d'aller à fond et de vivre avec les compromis défensifs de Brunson et de Cat parce que, offensivement, ça te permettait d'avoir une telle attaque. Mais non, c'est sûr que t'as quand même des limites inhérentes au profil. J'ai hâte de voir ce que Mike Brown va proposer défensivement. Mais le truc, c'est que le drop de Karl Anthony Towns, il est prévisible, mais j'ai quand même l'impression que c'est là où il y a le moins de dégâts. Parce que quand on l'a vu, il y a eu des essais quand même de le faire monter au niveau de l'écran. Mais tu peux pas lui demander de monter agressivement, de faire un step ou de faire un edge agressif parce que il a pas la mobilité pour revenir derrière. Sur du switch, c'est pas non plus possible. Donc, voilà, t'es un peu bloqué dans le drop. Et donc si en plus c'est Jalen Brunson qui défend ton porteur de balle, voilà, terminado quoi. Tu peux le faire monter sur des edges, mais ensuite faut compenser derrière quoi. Et donc, oui, il faut le faire revenir quand même parce que tu vas pas défendre à 4 toute la possession. Non, mais voilà, faut gérer le 3 contre 4 quoi. Et donc là, c'est des implications tactiques encore plus grandes de tiens, il faut protéger ça, protéger ci. Après, là où je nuance ou je rajoute par rapport à ce que tu as dit, mine de rien le switch ça a marché en playoff. Et c'est un peu la carte surprise, c'est qu'ils sont arrivés contre Boston, ils ont commencé à tout switcher. Bon, c'est qu'un échantillon relativement limité pour le coup, mais c'était assez plaisant de voir que certes il allait pas tenir magistralement sur des 1 contre 1, mais il y avait un peu un atout stratégique, tu sais, de dire voilà, on va forcer Boston sur le mauvais Boston, le Boston qui joue des 1 contre 1 et qui ne crée pas de jeu, et au final la carte a marché. Mais non, mais je te rejoins quand même sur le côté compromis défensif global. Là, on est un peu d'accord. Donc ouais, t'es un peu limité avec lui, et on verra les configurations parce que effectivement Robinson, est-ce que Mitchell Robinson l'an prochain qui est à 100%, est-ce que ça peut pas aussi changer la donne, tu vois? Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses à aimer, je trouve, en tout cas dans sa saison. Presque ce que je regrette, c'est que paradoxalement, il a été utilisé très en créateur, mais pour lui-même, très peu pour autrui. Mais je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire mieux encore et faire plus en termes de manière de l'utiliser. Parce que je pense qu'on peut faire mieux et plus en termes de 5-out offense, lui en drive face au panier, en termes de créativité d'utilisation aussi, des pick and roll, pick and roll inversé, ce genre de choses. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu et qu'on pourrait faire plus, mais en tout cas, en l'état, c'était quand même pas mal. Et alors, où est-ce qu'on l'installe dans le classement, le 4 ? Tu vois, on a un groupe on a Draymond Green, Pascal Siakam. Siakam, on l'a remonté, je crois. On l'a remonté, ouais, Siakam au niveau de qui d'ailleurs? De Bam un peu, je crois. Bam, Siakam, Harden. Ouais, on a mis Siakam, Harden, Bam. Tu vois, pour moi, Siakam, c'est un peu la cible. C'est un peu la cible parce que ouais, encore. oui, depuis la série de playoffs, oui. Et encore, non, tu vois, moi, j'aurais tendance à mettre 4 légèrement au-dessus de Siakam. Mais pour moi, c'est un peu ça, la cible. C'est là où je le vois. Après, peut-être que je suis bas. Peut-être que je me retiens parce que ça me fait un peu haut. Tu trouves ça un peu haut? Surtout qu'on a remonté Siakam au niveau de Harden, pas loin de Ja Morant, etc. Ouais. Ça me fait haut parce que il y a le compromis défensif qu'on a bien expliqué, quoi. Et qui c'est pas rien. Et qui même en termes de création, alors, il y a un rayonnement off-ball de spacing. Après, est-ce que, quoi que tu me diras, ouais, il y a pas beaucoup de ballons de création en soi, moins que des gros créateurs à 35% d'usage, mais tout de même, quoi. Mais non, du coup, j'avais d'autres points de repère qui étaient un peu, genre, Sabonis, quoi. Est-ce que Sabonis, je pense qu'il est devant. Ouais. Mais tu vois, Sabonis, c'est pas par le spacing, c'est par le jeu de main à main, le passing. Mais il y a quand même des ressemblances en termes de compromis, je veux dire. Ouais. Je sais pas. Mais je trouve l'attaque de 4 quand même 2 crans au-dessus de l'attaque de Sabonis, là où peut-être la défense de Sabonis est 1 cran au-dessus de celle de 4. J'aurais tendance, ouais, après, moi, du coup, la question, ce serait Sengun ou 4, quoi. C'est un peu, peut-être par là, mais après, je sais pas où exactement. Non, mais c'est vrai que Siakam, c'est pas mal, mais Siakam, il y a quand même la défense en plus, quoi, tu vois. Ouais. Qui était quand même hyper cool, mais je te rejoins sur qu'il y a moins de rayonnement offensif. Mais, ouais, non, on peut taper par là, on peut taper au milieu, vers Sengun, ouais. Ouais, allez. Sengun, Banchero, peut-être devant Banchero, qui fait pas une bonne saison, peut-être. Oui, devant Banchero, ouais. Donc ce serait collé à Draymond, à peu près. Collé à Draymond. Ouais. Bon bref, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 17 mars 2025 et c'est un dunk féroce de 4 contre Miami. Mais qui est sur le terrain contre Miami ce 17 mars?
Bon, allez, pour les Knicks, on a Brunson, Hart, Anunoby. Bronson, non, n'est pas sur le terrain. Hart, Ok, oui. donc Miles, McBride. McBride n'est pas sur le terrain, non. Campaign. Campaign, oui, en effet. Ok. Si je te dis à tes souhaits. Atesue Achum Achua. Achua, Precious Achua, oui, tout à fait. Super. Donc pas OG, donc Michael Bridges. Non, non, c'est quelqu'un qui était, d'ailleurs, il a été photographe au niveau de l'US Open. T'as lu cette news ou Ouais, pas? Landry Shamet, incroyable. Exactement, Landry Shamet, J'ai vu tout ça, à fait. ouais. Et alors côté Miami, 17 mars. Je sais pas, Jovic. Non, pas sur le terrain, non. Y a pas Bam non plus. Bam non plus, non, non. Ah, bah super. Kelel Ware. Ware est là. Il y a quelqu'un de très piquant. Alors de très beau, qui fleurit au printemps et qui est piquant. Un cactus. Non. Qu'est-ce qui est piquant? Un truc des piquant très belles fleurs roses. Un rosier. Terry. Terry Rosier, tout à fait. Terry Rosier. J'aime bien parce ok. que tu réponds à l'indice, tu dis littéralement le nom, mais tu te rends pas compte que t'as dit le nom, quoi. Ouais. Bon, non, à part ça. On a quelqu'un qui évolue en à peu près 5 images par seconde, plutôt que 30 ou 60. Cal Anderson. Ouais. Exactement. Cal Anderson, slow motion, slow-mo. On a quelqu'un qui était censé, d'après certains fans des Kings à l'époque, meilleur que Haliburton. Fan des Kings. C'est pas Sabonis qui était censé être meilleur qu'Haliburton. Non, notre arrière. Non, c'est le petit là, Davion Mitchell. Exactement. Et le dernier, il est parti cet été en free agency, en sign and trade. Un ancien de Michigan. Duncan Robinson. Exactement. Duncan Robinson. Tout à fait. Et donc on termine avec le 5e et dernier joueur du jour, c'est Damian Lillard. 36 minutes par match pour Lillard, 58 matchs en 2025 avec les Milwaukee Bucks, mais malheureusement la blessure assez grave, on va en parler peut-être. 25.7 assists de moyenne, 28% d'usage également, plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne. En fait, très simplement, on a retrouvé, peut-être pas aussi grand qu'il y a 2-3 ans, mais on a retrouvé un très 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 bon Lillard après une année 2024 un peu à oublier. Ouais, bah clairement. On a du Damian Lillard. on a le Damian Lillard qu'on connaît. Alors peut-être avec le poids des années qui commence à se voir. Alors attention, je parle pas en termes de qualité, mais je parle juste en termes de style de jeu. On a toujours le fort volume à 3 points qu'on connaît. On a toujours beaucoup de tirs qui sont auto-créés, même si cette année on a quand même pas mal on a un petit peu plus de catch and shoot, un petit peu plus de paniers à 3 points assistés. Là où je dis on voit un peu le poids des années, c'est qu'on a un peu moins de tirs au cercle. Tu vois, le régime de tir change un petit peu. Et on a un volume de passe, un volume de playmaking qui est plus important. Donc voilà. Après, à part ça, le manque de synergie avec Giannis dans le jeu à deux, à la limite, ça c'est bon, on connaît, c'est un peu le marronnier. Mais on reste sur un monstre d'efficacité, que ça soit sur ses tirs à lui, mais aussi sur l'utilisation, sur le pick and roll. Quand il tire suite à un pick and roll en tant que porteur de balle, il est à 1,07 points par possession sur les mecs à très très haut volume, parce que vraiment il y a un très très fort volume. Il est juste derrière Haliburton et SGA qui sont des monstres d'efficacité sur le pick and roll aussi. Donc non, une saison à la Damian Lillard, ça fait du bien de le revoir, et du coup l'issue de la saison est d'autant plus cruelle avec c'est le tendon qui se fait avec le tendon d'Achille. Oui, qui est la blessure la plus grave. Presque aujourd'hui, enfin, c'est plus grave ça de revenir de ça que des croisés, tu vois, au niveau des genoux. Surtout à cet âge-là en plus. Ouais. C'est là où c'est un peu triste, mais il y a un côté, va-t-on vraiment retrouver le Lillard qu'on avait en 2025? Mais c'est un peu l'histoire de la saison, c'est-à-dire que 24, sa première année à Milwaukee, compliquée pour plein de raisons, sportives et extra-sportives surtout. Et là, on avait retrouvé un bon Lillard. Donc, tu vois, il y avait un côté, tu sors de 2024, tu te dis, bon, il avait quoi à l'époque? Il avait 33 ans. Est-ce que c'est juste une mauvaise saison? Est-ce que c'était un début de déclin? Pour moi, 2025 a répondu à, non, c'est juste une mauvaise saison comme ça, parce que changement d'environnement, de contexte, etc.
Et que là, on a retrouvé un mec qui, voilà, plus 8% relatif à la moyenne. L'année d'avant, on était pas top. Mais en 2023, aux Blazers, il était encore à plus 10, plus 11, je crois, un truc comme ça. Et j'insiste, mais parce que c'est un des mecs les plus efficaces de NBA pour un tel volume. Et un volume de création aussi. C'est-à-dire que c'est pas pareil, 4 qui fait du plus 10 ou plus 11, ou Lillard qui fait du plus 8 ou plus 10, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a quand même un peu une différence. Ou pareil, on parlait de Zach LaVine aussi tout à l'heure. Zach LaVine est, entre guillemets, enfin, en soi, techniquement plus efficace, mais la nature des tirs est quand même très différente. Et d'ailleurs, tu vois, Lillard, ça ne dit pas tout, mais ça dit un peu. À peine 34% de ses tirs étaient assistés cette année. Donc ça ne dit pas tout, parce que même sur des tirs non assistés, parfois, tu sais, tu peux aussi quand même créer l'action. Donc tu peux avoir un tir assisté, mais parce que c'est toi qui as créé le décalage avec un jeu en sortie d'écran, un mouvement, etc. Mais voilà, on est quand même sur un volume de star qui a été retrouvé. On a retrouvé l'ultra giga efficacité de Lillard. Alors pas exactement au même niveau qu'avant, mais quand même quoi. Le 3 points est revenu. Le 3 points, j'avais noté, 38% après une petite panne l'an dernier. C'est vrai que le drive est un peu moins impressionnant qu'avant, j'ai l'impression. En tout cas, au niveau du panier directement. Mais ce que j'aime bien, c'est un peu le côté flotteur aussi avec lui, où il peut un peu finir, même quand il va pas jusqu'au panier. Plus également, il y a le côté lancer franc aussi qui était totalement revenu. Là-dessus, il provoque beaucoup de fautes sur les drives, ce qui fait que la productivité globale sur drive est quand même très cool. Enfin bref, il y a ça, et encore là, on parle que de son propre référentiel de scoring, mais il y a un peu tout ce qu'on peut imaginer où c'est pas Curry, personne n'est Curry. C'est peut-être une des versions qui se rapproche le plus de Curry, mais tout de même en y restant un peu loin. Mais même en étant loin, c'est un des plus proches en termes de animation offensive, jeu off-ball et création de décalage aussi un peu parfois par le mouvement. Même si j'ai l'impression que on a toujours envie de plus en fait. On voit Curry, on voit Lillard, on dit tiens Lillard s'il pouvait bouger encore un peu plus, ça serait encore plus génial. Mais bref, non mais voilà, c'est quand même une top saison je trouve de par un peu tout ça quoi. Ouais, totalement. J'ai rien à rajouter. Après, bon, on connaît défensivement la limitation 1 physique, 2 d'âge, 3 structurel. Voilà, c'est Azad qui t'a soufflé ce mot là. Pardon. C'est Azad qui t'a soufflé ce mot non structurel. Pourquoi? Ça fait combien de temps que je non, parce que Azad est le spécialiste pour utiliser structurel hors contexte. C'est quand tu sais pas trop quoi dire, tu parles de structure. Ah non, quoi. Moi quand je l'utilise, c'est pour une vraie raison. Ouais, moi aussi. C'est on a beaucoup parlé du drop de Brook Lopez, que ça demande de tes défenseurs au point d'attaque. Alors le but du coup de la défense de Milwaukee, c'était d'avoir le moins possible Damian Lillard au point d'attaque, forcément. Mais bon, les attaques NBA, elles savent quand même s'organiser autour de ça. Mais forcément, si tu demandes du drop à ton intérieur, t'as besoin de quelqu'un qui est capable de naviguer les écrans, qui est capable de contester en revenant en défense et en revenant par derrière. Damian Lillard, ça n'a jamais été sa force. C'est pas à 35 ans que ça va devenir sa force. Donc forcément, il faut parler des avantages structurels qu'il apporte. Tout à fait. J'espère que Azad t'écoute, mais non, mais je suis un peu d'accord quand même. Mais pour moi, il y a un aspect où il participe totalement à cette équipe des Bucks qui est nulle en défense off-ball surtout. Ouais. Alors ça se voit encore plus parce que Brook Lopez est moins bon au panier, parce que Giannis est moins étincelant qu'il y a encore 2, 3, 4 ans également. Mais en effet, il y a ce côté où l'attaque manque un peu de liant, de connecteur, mais ça, c'est pas de sa faute, lui, il est créateur. Par contre, en défense, ça manque également de liant, mais de liant défensif, quoi. De mecs qui vont faire les rotations 1 fois, 2 fois, qui vont faire les bonnes décisions. Bon, il y a la perte de premier rideau, comparé à Jrue, Holiday, on est d'accord, mais pas que, quoi. Il y a aussi le fait que Jrue Holiday, off-ball, il était génial, quoi. Et avec Lillard, t'as un peu perdu ça, quoi. Connaughton, tu vois, quand on pense au drop. Il y a Jrue, forcément, mais même des mecs comme ça. DiVincenzo était pas horrible non plus à l'époque, hein. Ah oui, clairement. Tu vois, ce genre de mec qui était sympa. Mais tu vois, la différence, pour faire une analogie un peu à 2 balles, c'est que Brunson est pas top, mais Brunson, à côté de lui, il y a, justement, l'an passé, il y avait DiVincenzo. Là, cette année, il y a Michael Bridges, il y avait OG Anunoby, il y avait Josh Hart, Miles McBride. Voilà. Tu prends Lillard, certes, il est mauvais en défense off-ball, notamment. Mais à côté de lui, il y a Taurean Prince. À côté de lui, il y a Gary Trent Jr. Enfin, il y a Kevin Porter Jr., il y a Bobby Portis, il y a Chris Middleton à l'époque où il bougeait pas trop, ou Kyle Kuzma, c'est un peu pareil. Donc en fait, il y a un peu ce côté où il est pas bon off-ball, mais en plus les autres également à côté ne le sont pas. Donc ouais, mais pour rester dans son référentiel, son propre référentiel, oui, il y a un peu cette valeur négative de la défense, mais qui je pense est quand même largement plus négligeable que l'apport offensif. Hein, ça, on est évidemment d'accord. Mais alors au classement, où est-ce qu'on va classer ce renouveau de Lillard?
Bah assez haut, hein, je pense. Oui. Est-ce que moi j'ai pas de souci à le mettre dans le waouh. FD découvre qu'il y a des pivots très haut classés dans le... non, tu vois, ma première intuition ça a été allez, on va le mettre avec Harden et Irving parce que c'est la même génération en plus, tu vois. Puis après j'ai vu Cunningham, Trae Young et du coup je sais pas dans quel groupe le mettre. Moi j'étais quand même beaucoup plus haut, je t'avoue. J'ai tapé beaucoup plus haut. Toi, t'as tapé plus haut que Cunningham, Trae Young, parce que c'était plutôt là où je pensais. Tu le vois plutôt avec Haliburton et Brunson? Je pense que la fourchette haute peut aller chez ces mecs-là, ouais. Évaluation positive, une pondération positive, négative ou en tout cas modérée. Je te rejoins que c'est un peu peut-être l'aspect, la zone Cunningham, Trae Young, peut-être. Mais non, mais tu vois, je me faisais un peu des duels par rapport même à un Devin Booker qui fait pas une bonne saison. Même par rapport à Kevin Durant qui est efficace, mais la création collective est quand même pas géniale. Non, ouais, finalement, à côté de Booker, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais, entre les deux, quoi. Ouais. Moi, je le mettrais devant Booker, quand même. Pour l'aspect, 3 points et puis efficacité. Tu veux séparer un peu les deux Suns? On met Lillard. Ouais, ils ont passé trop de temps ouais. ensemble. En plus, c'était nul et tout. C'est bon. Les mecs, ils ont jamais fait une action à deux sur le terrain et puis là, vous les mettez à côté dans le classement. Non, les séparez-les. Je pense que une vraie saison de Lillard bien optimisée, etc., ça pourrait taper jusqu'à LeBron et Anthony Edwards pour moi, avec la même efficacité, je veux dire, même efficacité mais mieux optimisée. Là, c'est vrai que dans les faits, il était quand même, c'était pas que son attaque, quoi. Tu vois, il y avait aussi Giannis qui était à côté. Donc, je pense qu'en termes de valeur, c'est pas comparable peut-être à un Brunson ou à Haliburton qui avait un peu la main mise sur le jeu. Ouais. Donc, il y a plus d'empreintes, j'ai l'impression, collectivement, parce qu'il y avait tous les ballons, etc. Mais tu vois, le duel est intéressant parce que Brunson a plus d'impact collectif parce que tous les ballons. Après, Brunson fait sa meilleure saison en carrière. À l'efficacité, on est quand même beaucoup plus bas que Lillard, quoi. Qui fait une saison qui est bonne, qui est bonne pour son prime, mais qui est pas non plus la meilleure. Donc ouais, c'est à ce point aussi efficace que Lillard. Mais ça me va. Non, mais entre Durant et Booker, ça peut m'aller, ouais. Ça peut m'aller, sachant que j'entends aussi que si on pondère bien le volume, on peut descendre jusqu'à en effet, peut-être Cade, Harden, Kyrie, quoi. Effectivement. Je suis d'accord, très bien. Bien, faisons comme ça. Et petit quiz, donc pour terminer, nous sommes le 8 janvier 2025. C'est le match contre Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs. Mais qui est sur le terrain au moment du step back à 3 points marquant de Lillard contre les Spurs de Wemby? Ouais, si tu me dis ça, c'est qu'il y a tellement pas Wemby sur le terrain. Exactement. Du coup, allez, on commence aux Spurs. Qui est-ce qu'on peut avoir sur le terrain s'il n'y a pas Wemby? On va avoir du... Alors, il y a quelqu'un qui était impliqué dans le trade de Chris Paul à l'époque. Ouais, tu sais qu'il y en a eu beaucoup des trades de Chris Paul quand même. Alors, le trade de Hornets vers Clippers. Hornets vers Clippers. Ouais, il y a un mec dans ce trade de Chris Paul qui est sur le terrain à ce moment-ci pour les Spurs. Pour les Spurs? Ouais. Ah, donc c'est un vieux, mais qui est-ce qui est vieux? Attends, t'as dit Il quoi? était dans le trade de Chris Paul. C'est quel trade? Des Hornets aux Clippers? Ouais. Ouais, donc ça date quand même un peu. Les vieux dans cette équipe, c'est qui? C'est Harrison Barnes, c'est Zach Collins. Un vieux qui était dans le trade de Chris Paul. Il était impliqué dans cet échange et qui jouait pour les Spurs l'an passé. Et je suis très fier de mon indice. Il jouait meneur de jeu. Chris Paul du coup. Chris Paul. Ok, super. Ouais. J'ai réussi à te piéger. Je pense pas que ça marcherait, mais en effet. C'est Chris Paul. Bah oui, techniquement, il était impliqué dans le trade de Chris Paul. Oui, c'est vrai. Désolé, je m'amuse avec toi. Non, mais c'est très bien, super. Du coup, je garde les deux autres vieux à qui j'ai pensé, Harrison Barnes et Zach Collins. Non, aucun des deux. Par contre, si je te dis Pec Citron. Pec Citron? Pec Citron, ouais. Pec Citron. C'est pas un truc de liquide vaisselle, ça? Ah oui, donc, d'accord, ouais, super, David Vassell, ok. David Vassell. Okay. Avec encore plus de dédain à FD, ça. Stéphane Castle, Champagny. Pas Castle, non. Champagny, oui, tout à fait. Champagny. Keldon Johnson. Si je te dis le chien de Télé 7 jours, c'est quel type de chien? Tu sais, les petits chiens saucisses, là. Ah, c'est un teckel, non? Non. Intérieur, il a fait un peu de Sixers, une saison. Charles Bassey, mais alors exactement, Charles Bassey. Je connais pas de chien. Tout à fait, le chien Bassey. Tu connais pas les chiens Bassey? Si. C'est juste que ça se prononce Bassett en anglais. Et puis un ancien de Kentucky. Pas Barnes. Non, un driver de grande taille, mais qui sait pas très bien driver, qui sait pas très bien shooter. Mais qui a eu son petit contrat.
et qui a eu sa petite hype. Vers 2022, là, il y avait une bonne hype autour de ce jeune. J'ai pas déjà dit Keldon Johnson. Ah, pardon, oui, Keldon, excusez-moi, tu l'as dit. Tout à fait, excusez-moi. Je sais que j'avais commencé à écrire un article sur QI Basket qui s'appelait Keldon, Johnson pour parler de son drive. Oh, c'est tellement moi, il y a 10-15 ans sur Basket Info, où je trouvais d'abord le titre avant de trouver le contenu de l'article. Waouh, j'étais trop fier de moi, je l'ai jamais sorti. Hein. Bah, tu vois, par exemple, en 2012, puisqu'on parle de Lillard, en 2012 ou 2013 sur Basket Info, j'avais écrit un truc qui s'appelait Opa Lillard Style. Tu vois, parce qu'à l'époque, il y avait le Gangnam Style. Voilà. En plus, tu vois, Gangnam et Lillard, il y a vraiment zéro rapport. Non, il y a zéro rapport. Zéro. C'est catastrophique. Opa Lillard Style, waouh. Parce que c'était la hype du moment, tu vois. C'était comme la chanson. Et puis... ouais, genre le Harlem Shake, mais du coup, t'aurais pris Charles Bassett Shake, tu vois, parce que bon, quitte à avoir zéro rapport. Ok, super. Donc bref, Milwaukee Bucks, qui est sur le terrain? C'est ça l'autre équipe, ouais. Bah du coup, il y a Giannis, je pense, sur le terrain. Tout à fait. Du coup, il y a Lillard. Oui. Il y a Brook Lopez. Non, il y a l'homme qui a les yeux fous, qui met des Bobby patates Portis. À Mirotic. Exactement. Ouais, Bobby Portis, ouais. Bobby Portis. Allez, ils sont en attaque ou ils sont en défense? Ils sont en attaque, du coup? Oui. Du coup, il y a Chris Middleton, allez. Middleton, en effet, était encore là, exactement. C'est marrant que tu parles de être en attaque ou être en défense, parce qu'il y a un mec qui est un homonyme d'un joueur de foot américain. Un sport où on est soit en attaque, soit en défense. Mais ça te dit rien, je pense pas que tu suives la NFL. Pas plus autant qu'avant, mais... Qui était le receveur des Cincinnati Bengals de Andy Dalton. Oh waouh, ça fait un petit moment quand même. C'est un shooter en sortie d'écran que Doc Rivers adore. Ce n'est pas Caris LeVert, c'est pas Michael Redd. C'est AJ Green. AJ Green, tout à fait. AJ Green, voilà qui est sur le terrain. Et donc on a fini le quiz, ça y est, c'est fini FD. Le quiz est terminé. Super. On s'en est sorti. Je peux souffler. Et donc je résume avant de se quitter, on a parlé et inséré Damian Lillard au niveau de la 12e place entre Kevin Durant et Devin Booker. On a inséré 4 au niveau de Paolo Banchero autour de la 29 ou 30e place à peu près. Zach LaVine juste en dessous et autour de Tyler Herro, Jamal Murray, Jaylen Brown vers la 35e, 37e place à peu près. Jakob Poeltl un peu plus bas entre Kessler et Walker Kessler et Al Horford autour de la 60e place, 65e même je pense on peut dire. Et puis en toute fin de classement, Tobias Harris collé à Klay Thompson et Lauri Markkanen qui est avant-dernier de ce classement pour l'instant, à moins qu'on ait des reclassements fous dans le dernier épisode, ce qui est possible d'ailleurs, c'est tout à fait possible. Ça dépend qui vient, c'est Azad qui le fait. Et oui, et du coup on va avoir des reclassements fous encore une fois, mais mais bref. En tout cas, merci beaucoup FD d'être repassé sur ce top 100. Bah écoute, avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation et puis bah du coup bon dernier épisode avec Azad qui va tout casser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour donc l'avant-dernier numéro. Je peux vous le dire, demain on va se retrouver pour donc le tout dernier numéro de ce classement. Et demain, épisode un peu plus long puisqu'il y a une partie reclassement, c'est la dernière fois qu'on aura un peu la chance de reclasser, donc on veut faire ça un peu proprement. Et surtout, il y aura une longue discussion par rapport au best of the rest et aux blessés aussi, les blessés qu'on n'a pas inclus. Parce que pas assez de matchs évidemment, mais tout de même on peut les inscrire un peu en pointillé dans ce classement. Tout ce qui est, voilà, on n'a pas parlé de Joel Embiid, on n'a pas parlé de Jalen Johnson, de mecs un peu comme ça, Jalen Suggs aussi. Donc voilà, il y a demain gros épisode avec une grosse partie reclassement / surtout best of the rest. Et puis demain dernière QV. Et donc je peux vous l'annoncer, vous l'avez compris. Demain nous n'avons pas encore parlé de lui, mais il sera là. Je parle évidemment de Amen Thompson, bien sûr. Non, alors demain Amen Thompson, Trey Murphy, Peyton Pritchard, Donovan Mitchell et évidemment Victor Wembanyama. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.